À l'époque, les suites de jeux vidéo, c'était déjà le bordel. Aujourd'hui, par exemple, tout le monde se contrefout de savoir où se place, au hasard, Wind Waker dans la continuité des Zelda, mais à l'époque, ça avait son importance. Au tout début, il y a eu The Legend of Zelda qui narrait les aventures de Link, un jeune elfe qui devait se farcir on ne sait pas combien de palais pour trouver un boss toujours planqué dans la salle la plus éloignée de l'entrée pour aller sauver une princesse qui n'avait pas trouvé meilleur héros qu'un gamin visiblement pas âgé de plus de 8 ans. Il y a eu une suite, nommée The Adventure of Link et qu'on appelait communément Zelda 2. C'était les mêmes noms, le même royaume, à peu près la même histoire, et même si pour beaucoup c'était moins bien, ça restait du Zelda. Et puis celui qu'on appela Zelda 3 arriva sur Super Nintendo. Le titre complet était The Legend of Zelda A Link to the Past. Nulle part il n'était écrit que ce jeu s'appelait Zelda 3, mais tout le monde l'appelait Zelda 3. Et puis il y avait ce titre. Link, c'est le héros du jeu. Donc beaucoup de joueurs en avaient conclu qu'on enverrait le Link dans le passé. Mais voilà, Link c'est aussi un lien en anglais. Et ce jeu avait effectivement un lien avec le passé puisqu'il faisait table rase sur tout ce qui avait pu se passer avant pour redémarrer une aventure au tout début. Donc la princesse Zelda, cette nouille, allait encore être au centre de toutes les attentions. Grâce à ses graphismes très réussis, à ses palais tortueux, à ses personnages attachants et nombreux, et à sa grande durée de vie, le jeu fut apprécié de tous. De vraiment tous. Non mais j'hallucine complètement là. Il paraît qu'il y a une logique dans la série Zelda. Il paraît. En fait, c'est un peu toujours le même refrain. Zelda est en danger et parmi tous les héros, tous les chevaliers qui doivent peupler le royaume, tous les gardes du corps qu'elle doit avoir, elle ne trouve pas mieux qu'un pisseux pour aller la sauver. Et encore au début du jeu, elle se contente d'un vieux pochetron. Ouais, tranquille, je vais me balader, il fait un temps dégueu, je sors avec mon épée et mon bouclier, mais ne t'inquiète pas, tout va bien. Et déjà, un truc qui ne colle pas. Ils sont deux à vivre dans cette baraque, et il n'y a qu'un lit. Un seul foutu lit pour deux. C'est pas comme si les graphistes n'avaient pas la place pour en ajouter un au lieu de tout bêtement laisser tant d'espace vide dans la pièce. Le héros sort alors, se fait vanner par tout le monde, et retourne chez lui. Tous les joueurs le savent. Pour entrer dans le château au début du jeu, il faut trouver un passage secret sous un buisson. Non, pas celui-là, un autre. Et si le vieux qui est là est arrivé jusqu'ici, c'est bien qu'il a dû le bouger ce buisson. Alors comment ça se fait que quand Link arrive, il soit encore là? Ça fait un deuxième truc qui ne colle pas. Et on trouve le pépé à l'agonie. Forcément, vu la chute, il a dû se casser les os, le pauvre. Mais ça n'a pas l'air de mettre Link en rage. C'est la princesse Zelda qui est directement responsable de la mort de son oncle, mais lui, il va quand même la sauver. Pauvre con. Une fois dans le palais d'Hyrule, les choses ne vont pas en s'arrangeant. Entre les ennemis imbéciles qui ne peuvent ni monter les escaliers ni franchir les portes, on découvre des merveilles d'architecture comme cette salle qui échappe à tout fondement logique puisqu'elle nécessite la mort du garde pour ouvrir les portes. Maintenant, imaginons, le garde veut sortir, il ne peut pas puisqu'il est en vie, donc les deux premières portes resteront fermées, et la porte du haut est verrouillée. C'est un autre garde situé dans la salle à droite qui la détient. Mais comme il ne peut pas aller dans cette salle sans auparavant se donner la mort, le pauvre employé est condamné à une mort certaine et inéluctable. Et le problème est exactement le même pour le second garde, vu qu'il a une clé qui lui servirait à ouvrir une porte à laquelle il n'a pas accès, puisqu'il est également coincé dans une salle qui requiert sa propre mort pour pouvoir en sortir. Mais quelle princesse ignoble accepterait de faire subir un tel sort à ses vaillants protecteurs? Et toute la cohérence des énigmes de ce Zelda se bute à ce problème. On ne pense pas aux autres. Comment a-t-on pu mettre ce coffre ici? Pourquoi les gardiens sont-ils enfermés derrière une énorme porte scellée par une clé spéciale? N'ont-ils pas le droit à un peu de liberté? Apparemment, non.
Sauver la princesse n'est pas ce qui se fait de plus dur. En revanche, une fois cette tâche accomplie, et sans qu'on lui demande vraiment son avis, Link doit partir s'aventurer dans un royaume qui ne comporte qu'un petit village pour une bien belle ribambelle de palais. On savait que la religion était importante pour certains peuples, mais là c'est carrément abusé. Et comme s'il n'y en avait pas assez dans ce présent monde, un magicien farceur en a ajouté 7 de plus dans un monde sombre, justement appelé le Dark World, parce que le méchant bordel, il va pas non plus aller dans un monde joyeux et rigolo tout plein. Donc dans le Dark World, tout le monde, mais alors tout le monde en a après le héros. Pas un monstre ne va en attaquer délibérément un autre. À croire que dans ce Dark World, les monstres ne se nourrissent que de héros. Et c'est un peu pareil dans le Light World. Quand il y a sur le même écran un soldat, le héros et un féroce animal sauvage, qui se fera blesser en cas d'attaque du féroce animal sauvage, hein? Qui? Autre détail qui peut chiffonner les joueurs les plus attentifs. La princesse Zelda s'en remet à Link pour sauver le royaume d'un mal certain. Soit. De tout le jeu, la seule bonne action qu'il aura faite aura été de sauver un poisson en train de crever aux abords d'un lac. Il a pillé des maisons, cassé des poteries à la valeur inestimable, assassiné un nombre incalculable de gardes envoûtés sans se dire qu'il y a peut-être des familles qui les attendent, réduit en bouillie des animaux appartenant pourtant à des espèces protégées, il aura brandi une épée à proximité d'enfants, les mettant ainsi délibérément en danger, il aura tenté de violer une flopée de poules, il aura profané des temples, pillé des tombes, miné des portes avec de l'explosif, pactisé avec une sorcière et surtout désobéi à son oncle. Et c'est à lui qu'elle confie le destin de son royaume ? La conne. On va maintenant passer rapidement sur l'intelligence plus qu'artificielle des ennemis. Très tôt dans le jeu, Link apparaît comme le merdeux à abattre puisqu'on lui met sur le dos le kidnapping de la princesse Zelda. Alors forcément, les gardes ont tous été mobilisés pour lui casser la gueule dès qu'ils le voient. Et en plus, c'est qu'il est discret habillé comme ça, le nabo. Coucou. Link a beau passer et repasser devant le garde, celui-ci ne le verra pas. Il prendra conscience de son existence qu'une fois qu'il aura tué son collègue. Même dans ce jeu, les fonctionnaires sont des branleurs finis. On passe furtivement sur les pouvoirs magiques qui ne font finalement pas mal à grand monde, sur les courgettes agressives, sur les vagins mobiles, sur l'espèce de canard qui arrive à porter Link malgré l'impressionnant foutoir qui déplace avec lui sans que personne ne semble se soucier de savoir où il le range, sur la facilité avec laquelle on peut faire fortune dans ce royaume, et sur l'entêtement du héros à soulever au-dessus de lui le moindre objet qu'il trouve. Un vase ? Super ! Pour 15 €, tu as le même chez Ikea. Pas de quoi en faire un foin non plus. Et vous trouvez encore que Zelda 3 est un bon jeu ?